Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers du voyage et non pas des nouvelles technologies, puisqu'il s'agit de l'épisode 4 de mon road trip au travers l'Europe, dont je vous remets les autres épisodes ici en fiche. Pour rappel également, je ferai un live une fois que tous les épisodes auront été diffusés, avec des avant-après de certaines de mes photos, et des questions-réponses si vous avez des choses que vous voulez approfondir sur ce voyage. Nous nous étions donc laissés à Copenhague lors du dernier épisode, et il est donc temps de rallier la Suède. Pour rallier Copenhague à Malmö, je suis passé par une étrange route que j'avais vue maintes fois sur internet et que je voulais absolument emprunter. Je suis sûr que vous le connaissez, ce pont qui plonge littéralement dans l'eau pour se transformer en tunnel. Vous avez forcément déjà vu une image comme celle-là quelque part. Et effectivement, quand vous le voyez comme ça, vu du ciel, ça en jette. Mais en le franchissant, double déception pour ma part. Déjà, je le prends dans le mauvais sens, à savoir que je sors du tunnel pour rallier le pont. Ce qui fait que c'est beaucoup moins impressionnant parce que nous n'avons pas l'effet qui est peut-être impressionnant dans l'autre sens, j'en sais rien en fait, d'arriver en haut pour plonger dans l'eau. Et en plus, avec la taille de la plateforme qui entoure l'entrée du tunnel, on ne doit pas vraiment se sentir rentré dans l'eau. Et là, encore plus, quand on va vers le pont, eh bien, on se sent encore moins sortir de l'eau. Et le pont en lui-même, même s'il est finalement immense, n'est pas si impressionnant que ça quand on le franchit. À savoir que cette conception hybride d'un pont et d'un tunnel dans la continuité tient au fait de l'aéroport de Copenhague tout proche, où il était souhaitable de ne pas avoir les piles du pont qui risquaient d'être percutées en cas d'avarie au décollage d'un avion. À Malmö, première mission primordiale pour moi, celle de trouver un vétérinaire. En effet, pour aller en Finlande, qui sera mon prochain pays, il faut que le chien ait eu un traitement antiparasitaire administré par un veto et indiqué sur son carnet de santé, et que ce traitement ait été administré au minimum 24 heures avant de rentrer sur le territoire finlandais. Je vous passe les détails de la visite, mais je me suis pris un PV de stationnement alors que j'avais bien payé le parc-mètre. En retournant chez le veto, ce dernier m'explique que comme je suis garé dans le mauvais sens de circulation, je me suis fait verbaliser. Et la verbalisation là-bas pour ça, c'est pas une petite verbalisation, hein, c'est 110 € d'amende pour un stationnement payé et pas du tout gênant. J'avais vraiment les boules, putain. Au moment où je ressors, l'air dépité, un francophone vient me voir et me donne quelques explications. Il m'explique qu'avant tout, je ne dois surtout pas payer l'amende parce que je risque de ne pas avoir à la payer comme je suis étranger et qu'elle ne me parviendra sans doute pas. Et il m'explique également donc que c'est très fréquent chez eux et qu'il faut que je fasse attention quand je me gare dans le sens, de la marche. Chez nous, c'est dans le code de la route aussi, mais on le respecte pas et c'est pas verbalisé. Chez eux, ils sont hyper stricts et surtout, en très peu de temps, il s'est écoulé 20 ou 25 minutes maximum entre le moment où je me suis garé et le moment où j'ai vu que j'avais l'amende. Le francophone en question, très sympa, en profite également pour se faire prendre en photo devant le veto, photo qui est censée me servir de preuve pour dire que c'était bien pour une urgence vétérinaire, même si c'était pas vraiment urgent, que je me suis garé dans le mauvais sens. Sur ma route pour remonter plus au nord, j'en découvre un peu plus sur la Suède, qui se résumait pour moi à froid, Volvo, Ikea et Avicii. Déjà, c'est l'un des rares pays où le diesel y est plus cher que l'essence, ce qui ne m'arrange pas pour mon périple puisque le Kangoo est un diesel. Ensuite, le contraste en nombre de Tesla avec le Danemark est saisissant. J'en ai croisé tout au plus 2 ou 3 sur l'ensemble de ma traversée du pays. J'arrive donc à mon second logement hors voiture pour y passer une nuit. C'est un petit appartement privatif dans une ferme qui sert aussi de centre équestre. C'est spacieux, c'est propre, c'est ultra confortable, un vrai bonheur. Et en plus, le rapport qualité-prix est exceptionnel quand je le compare à mon hôtel de Essen ou encore aux autres possibilités de logement trouvées sur le pays au même moment et à peu près sur le même secteur, en hôtel ou en Airbnb. Sur la route, je constate qu'il y a plein de lopis qui sont en fait des genres de marchés aux puces directement chez l'habitant et qui semblent être très répandus dans ce pays. Leurs cheminées sont également un peu bizarres, sans doute pour protéger des fortes chutes de neige. Le lendemain, je fais une halte au château de Kalmar, qui était recommandé dans les divers guides et listes de choses à voir dans le pays, et qui me permettait d'avoir au moins une halte sur la Suède. J'arrive, une fois n'est pas coutume, très tôt, aux premières lueurs du jour. Le château n'est pas très grand, pas fou visuellement. En même temps, quand tu connais des Chenonceaux, des Chambord ou des Versailles, forcément tu deviens quand même un poil blasé sur les châteaux. Et comme j'ai Ostara et qu'il fait beau, pas question de faire la visite de l'intérieur et de la laisser dans la voiture.
Je repars donc très vite en direction de Stockholm. L'autoroute pour y aller est une vaste blague. La majorité du trajet, c'est une seule voie sur 50% de la distance. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 3 voies qui alternent en une voie ou 2 voies entre les 2 sens de circulation. Et en plus, il y a des croisements, des sorties de maison directement sur l'autoroute, etc. Bref, on est très très loin de la vision de l'autoroute que nous, on a en France. On sent que le coin est peu peuplé, peu fréquenté, que le pays est très étendu. Et ils ont aussi de très gros camions, un peu comme ce qu'on avait vu en Australie, mais en différent. En Australie, on avait jusqu'à 3 remorques reliées les unes aux autres, mais des remorques tout ce qu'il y a de plus classique. Là, c'est une sorte de triple remorque, mais en seulement 2 parties mobiles. Là-bas, ils ont une chaîne de fast-food asiatique, les Chop Chop, et le McDo local, qui semble être le plus répandu, est le Max. Ils ont aussi des publicités pour des snacks chocolatés, le Double Bit, et les esprits pervers comme moi pourront en rire comme j'en ai ri. Ah oui, et il y a aussi un truc à remarquer, c'est que les vaches sur les panneaux ont un design quand même très étrange. J'arrive sur Stockholm en début d'après-midi. Ayant 2 jours d'avance sur mon planning initial, je décide de ne pas traverser en ferry vers Turquie le soir même, mais uniquement le lendemain, la traversée de nuit coûtant 210 € et celle du lendemain matin 60 €. Cependant, très compliqué de profiter de Stockholm. La ville offre très peu de parking et quand j'en trouve, les temps de parking sont ultra limités et les prix sont astronomiques. De plus, pour payer, c'est en pièces ou via une appli. Je n'ai pas de couronne suédoise en pièces et quand je veux installer l'application, sous prétexte que j'ai un numéro de téléphone français, on me dit que ce n'est pas possible dans mon pays. Alors que bordel, je ne suis pas en France, je suis en Suède. Bref, c'est un peu le même délire que les bus à Gand ou les apps de vidéo qui sont pensés pour les locaux. Et quand tu es un touriste, eh ben c'est tout sauf simple et pratique. Notez également que circuler dans Stockholm sans GPS doit être quasi impossible. C'est une ville constituée de beaucoup d'îles et qui sont reliées par des tunnels, des ponts, c'est un truc de fou furieux. Tu te retrouves dans des tunnels avec des bifurcations dans tous les sens et même des échangeurs souterrains, c'est juste incroyable. Je me retrouve donc à m'excentrer un peu dans un quartier résidentiel et ne peux donc que vous inviter, si vous voulez visiter Stockholm et y venir en voiture, à prévoir 3 jours. Un pour rallier Stockholm et vous garer loin. Ensuite, rallier la ville en transport en commun et dormir sur place. Visiter la ville, redormir sur place. Et le 3e jour, repartir, récupérer la voiture et tracer vers votre destination suivante. Sinon, honnêtement, ça me semble vraiment ingérable et d'ailleurs, je n'ai pas du tout pu profiter de cette ville qui avait pourtant l'air ravissante. Et donc, me voilà dans mon quartier résidentiel au stationnement également payant. Et oui, aussi. Je balade au Stara jusqu'à un peu tard afin que tous les gens soient à peu près couchés et ne s'inquiètent pas de voir ce gars qui s'installe pour camper dans son kangou juste devant chez eux. En effet, la nuit va être très courte et j'aimerais donc ne pas avoir affaire à la police locale en prime. Le lendemain, lever très tôt pour avoir le temps de rallier l'embarcadère du ferry, même si la circulation est importante. L'embarquement commence à 5h30 et pourtant il y a déjà beaucoup de circulation. La traversée jusqu'à Turku me bouffe clairement la journée, mais le bateau est grand, agréable et le beau temps permet de profiter de la vue et ça fait donc un joli break où je suis obligé de me reposer, ce qui n'est pas forcément un mal même si j'avoue que je m'ennuie un peu. En plus, je n'avais pas pensé que la voiture serait inaccessible durant la traversée et donc que la bouffe le serait également. C'est également l'occasion pendant cette traversée de changer de fuseau horaire puisque la Finlande est sur un autre fuseau horaire, la Finlande qui était donc notre objectif de départ pour aller faire saillir au Stara, je vous le rappelle. Le soir, je dors à la ville de Roma que je visiterai le lendemain sur le parking d'un S-Burger qui semble être un peu pour la Finlande l'équivalent des Max en Suède. Sur le plan routier, la Finlande ressort très fortement à la Suède. Même panneau avec des vaches bizarres, même camion mégalon, même type de maison, même fausse autoroute. Le carburant y est aussi très cher, mais le diesel est un poil sous le prix de l'essence. La vieille Roma est classée au patrimoine mondial. C'est un vieux village de pêcheurs avec des maisons en bois colorées et des rues pavées, très pittoresques, superbement conservées et restaurées et qui est magnifique à visiter aux premières lueurs du jour. Enfin, quand j'arrive à profiter de quelques trouées dans le ciel chargé, parce que sinon le reste du temps, j'essayais juste d'éviter de me faire saucer. Le temps change ultra vite et passe du ciel bleu parsemé de nuages blancs à un gris et de la pluie en quelques minutes, c'est juste impressionnant. Je repars donc assez vite en direction de Takoluoto en espérant que la météo y soit un peu plus clémente. J'en avais effectivement un peu marre de me faire saucer. Mais manque de bol, au fil des kilomètres, le temps se dégrade, le ciel devient hyper menaçant et j'y arrive sous une grosse pluie. Là encore, je profite de rares accalmies pour essayer de voler un peu car le coin a l'air super joli, mais le temps est trop mauvais et je n'ai pas l'occasion de me balader sur le coin comme prévu. Ma montre m'indique une pression qui continue de chuter alors que Yahoo Météo me dit temps couvert avec 0% de risque de pluie.
Ce troll Yahoo quand même, quand j'étais en train de me prendre la pluie sur la gueule. Je repars donc encore une fois très rapidement, direction la ville de Tampere. J'y trouve très facilement un parking souterrain à un tarif très correct. Et puisque nous sommes de nouveau en euros, je sais que ce ne sera pas compliqué de payer par quelque moyen que ce soit. Le mauvais temps est malheureusement toujours de la partie, je prends donc 2-3 photos au téléphone pour ne pas sortir le matériel photo sous la pluie. En effet, dormir dans la voiture implique aussi d'avoir moins de possibilités de faire sécher le matériel pour le préserver. Il faut donc y penser quand vous êtes en road trip. À la sortie du parking, je n'ai même pas besoin de mettre mon ticket dans la machine. Ma plaque d'immatriculation a été enregistrée avec mon ticket à l'entrée et la barrière se lève donc car j'ai payé avant de sortir directement au niveau de la borne. Je croise également pas mal de filles avec des tenues traditionnelles, grosses jupes noires et chemisiers en dentelle. Je suppose qu'il doit donc y avoir une communauté juive importante respectant strictement le tzniut. J'avais prévu de faire une balade au bord du lac de Tampere, mais les bords semblent essentiellement privés, sans vraiment de chemin de balade balisé, rendant l'entreprise compliquée. Je décide donc de faire la route directement vers Repovisi, la météo étant encore extrêmement peu clémente, ne m'invitant pas spécialement à faire des efforts et à chercher pour faire le tour du lac. Le site du parc aide à trouver des coordonnées GPS des parkings qui servent de départ au sentier de randonnée. Les derniers kilomètres se font sur une sorte de piste qui est particulièrement désagréable et sur laquelle il faut rouler lentement. À mon arrivée au parking, je fais un peu de repérage pour le lendemain, avec les plans qui sont affichés. C'est quasi désert, il y a en tout 3 voitures et un van qui sont sur cet immense parking. Je me trouve donc à Lapinsalmi, au sud. Le grand tour orange fait 26 km et me semble trop long et trop grand pour mes capacités physiques, surtout que le parc présente des chemins escarpés, du relief, et est donc quand même un peu, on va dire, sportif. Je décide donc de faire un mix avec le vert clair et le vert foncé, ce qui me fera un tour d'environ 17 km. Je suis quand même moyennement serein sur mes capacités à le faire, mais je me dis que c'est aussi une façon de repousser les limites très basses et de reprendre confiance en mes capacités physiques. La nuit se passe très bien, je suis au calme et je démarre très tôt le lendemain matin pour commencer mon tour à la fraîche. En gros, je démarre un poil avant 6 heures. Les pressions sont remontées en flèche durant la nuit, ce qui laisse espérer un peu de beau temps pour en profiter. Et effectivement, la météo est juste exquise et j'ai pu en profiter et y faire de superbes images. Mais laissez-moi quand même vous raconter un peu plus en détail mes aventures et vous présenter un peu mieux ce parc naturel idyllique. Le parc s'articule autour de lacs, comme à peu près tout en Finlande, puisqu'on en arrive presque à se demander s'il n'y a pas plus d'eau que de terre dans le pays. Le parc comporte de nombreux lieux de bivouac où vous pouvez vous rendre à pied, en vélo ou en canoë. Il y a en effet des petits pontons pour y accoster. Chaque lieu de bivouac possède un pompage d'eau potable, une réserve de bois, ainsi que des outils de découpe pour se faire un feu et des barbecues en dur. Je m'étais laissé 7 heures pour faire ma boucle et avoir ensuite le temps de rallier Helsinki pour prendre mon ferry le soir. Je n'ai croisé personne durant les 5 premières heures de marche, ce qui a été incroyablement agréable et ressourçant. Totalement déconnecté du monde, en pleine nature, seul avec mon chien, j'ai eu la sensation d'être là où je devais être au moment où je devais l'être. Une véritable sensation de plénitude et d'absolue sérénité que je n'avais pas ressentie depuis de très nombreuses années. Pourtant, physiquement, faut le dire clairement, j'en chiais. La sueur et la fraîcheur de l'air faisaient que je devais retirer mes lunettes pour y voir. Le chemin humide, montant et descendant sans cesse, parfois très escarpé, me rendait en plus la tâche difficile. Mais j'étais bien. Et j'avais même une compagnie inattendue. Après 5 heures de marche, je rencontre enfin une première personne sur un lieu de bivouac en train de faire un feu. Je n'avais pas mes lunettes, je voyais donc flou pour l'instant. Ostara, trop contente de voir enfin quelqu'un, elle se précipite vers la personne pour quémander des câlins. En m'approchant et en remettant mes lunettes, je constate qu'il s'agit d'une jeune femme d'une trentaine d'années, totalement nue. Elle est trop fan d'Ostara et de sa bonne humeur et lui fait des caresses. Mais la péripétie n'est pas finie. J'entends ensuite des voix dans l'eau et je vois sortir, de l'eau donc, 3 autres jeunes femmes, tout aussi jolies, alors que l'eau devait être à 5 degrés, elles sont complètement tarées et qui viennent également caresser Ostara. Bien sûr, inutile de vous le préciser, ces 3 autres jeunes femmes étaient également nues. Après cet intermède de quelques minutes totalement surréaliste, je reprends ma marche pour finir ma boucle et, comme je ne me sens pas si mal physiquement, je décide de finir le tour vert clair dans sa totalité pour aller expérimenter le cable ferry. C'est tuant, mais c'est sympa à faire. Évidemment, quand j'arrive, il est sur l'autre rive, parce que des gens viennent de passer exactement par le même endroit, juste avant moi, et il faut donc que je le ramène avec le câble mouillé qui glisse un peu. Et 2 mecs arrivent de l'autre côté et attendent, me laissant galérer alors qu'ils auraient pu aider en tirant un peu le câble également. Bref, et juste après cet effort, je veux regarder mon pouls et je me rends compte que j'ai perdu mon bracelet.
Il peut être absolument n'importe où sur le trajet, je sais que je le retrouverai pas et je suis quand même assez dégoûté. À mon retour au parking, je suis plutôt très fier de moi après 6h30 de rando et je constate que le parking est beaucoup plus rempli. À vue de nez, il y a une cinquantaine de voitures, des vannes et des camping-cars, 3 bus. Je me rends compte que j'ai vraiment bien fait de partir si tôt pour en profiter et être seul et tranquille. Et là, petite surprise, le téléphone m'indique « bracelet connecté ». En cherchant, je finis par le retrouver, je l'avais perdu la veille lorsque j'avais installé Ostara pour dormir. Je reprends alors la route vers ma prochaine étape, mais il est temps de se laisser pour aujourd'hui. Je vous raconterai mes péripéties avec Direct Ferry et la suite de mon voyage dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses, qu'elle vous a donné envie de voyager et que les images que vous avez vues vous ont fait rêver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Vous avez également le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre juste sous la vidéo qui vous permettent de me soutenir financièrement et en même temps d'avoir des avantages exclusifs. Je vous invite à les découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.